Bonjour. Dans cette présentation, j'aimerais vous parler de la comptabilité nationale. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est important en droit social économique? Bon, c'est un outil très utile pour comprendre la réalité d'un État, la réalité économique, au moins une partie de cette réalité économique. Nous parlons d'échanges, nous parlons d'investissement, nous parlons de manque de réserves monétaires. Et tout cela pour comprendre quelle est la situation d'une société, la situation économique d'une société. Et cela peut se voir dans la comptabilité nationale. Donc si vous êtes en mesure de les lire, vous comprenez à la fois l'état d'une économie, mais vous comprenez aussi beaucoup des problèmes qu'elle pourrait avoir. La seule chose qu'il faut peut-être dire avant de commencer, ça ne représente pas tout. Aujourd'hui, nous avons tout de même une vue un peu plus systémique, un peu plus complète de ce que signifie l'état d'une société, même la situation économique. Cette comptabilité nationale dit peu sur le traitement des travailleurs, sur la protection des migrants, sur l'état de l'environnement, sur la pollution qui existe. Et donc, je dirais la comptabilité nationale reste un instrument important et intéressant, aussi pour le juriste, notamment pour savoir comment on peut négocier avec un État, quels sont les intérêts communs avec un autre État, mais aussi pour l'entreprise au moment où elle décide d'investir, où elle décide de promouvoir ses produits dans une société. Et donc ça reste un outil important, mais ce n'est pas le seul. Comme toujours, les bases de ce cours se trouvent dans la dernière édition de mon précis, Droit social économique de 2017. Et ces notions, vous les trouvez aussi dans l'ouvrage en anglais de 2019, International Economic Law. Alors, beaucoup de juristes notamment, et même certains économistes, quand ils voient ce genre de diagramme, ça leur fait peur. Et c'est dommage parce que ça enlève tout de même une possibilité de comprendre, comme j'ai dit, l'état d'une économie, mais aussi le développement d'une économie et les problèmes d'une société très utiles. Alors vous voyez ici, il y a beaucoup de termes dont nous allons parler. Certains de ces termes, vous les connaissez certainement. Alors peut-être en commençant en haut, on parle ici d'une balance de transactions courantes. Et c'est en gras. Et un peu plus bas, vous verrez, il y a les transferts en capital, aussi en gras. Et puis il y a les mouvements de capitaux en gras. Et puis à la fin, ici sur cette présentation, vous trouvez des erreurs. Pourquoi des erreurs? Nous allons voir. Ce que vous voyez ici, c'est une manière de présenter la balance de paiement d'un État. Et en principe, elle devrait être équilibrée. Et s'il reste ici une différence entre les différentes positions, ça veut dire que ce n'était pas à 100% possible de clarifier toutes les données. Alors ça, c'est peut-être une première chose que nous pouvons retenir de cette présentation. Normalement, ces présentations sont faites par les banques nationales parce qu'elles ont les données statistiques et une vue d'ensemble, non seulement des activités économiques, mais aussi des flux monétaires. Mais ce n'est pas toujours évident et dans certains pays, bien sûr, les données statistiques sont meilleures que dans d'autres. Ce qui explique que oui, c'est un outil important, mais c'est relativement fiable, mais il peut avoir parfois des imprécisions. C'est peut-être une chose à retenir. Deuxièmement, il y a des domaines où c'est plus facile. Par exemple, pour les marchandises, ce qu'on appelle ici les biens. Beaucoup d'États trouvent ça plus facile parce qu'ils contrôlent l'importation et l'exportation des biens dans les ports, les aéroports, les postes routiers à la frontière. Mais c'est évident, il y a peut-être aussi des estimations sur le trafic illicite qui n'est pas officiel et qu'on ne contrôle pas. Et pour certains pays,
c'est un trafic qui peut être important. C'est encore plus important dans le domaine des flux monétaires, ou peut-être, oui, vous avez une estimation, vous voyez certaines transactions bancaires, mais il y a peut-être d'autres choses que vous ne voyez pas, hein, des transactions monétaires cachées. Donc, souvent on utilise des estimations. Ça, c'est juste à retenir quand on voit ça. Allons dans les détails de cette balance des paiements pour comprendre un peu comment elle se compose et comment il faut lire ce type de représentation. Alors, un premier élément de la balance des paiements et de la comptabilité nationale, c'est la balance commerciale. On peut dire que ce n'est qu'un élément là-dedans. C'est souvent celui qu'on discute le plus dans la presse. De nouveau, parce que pendant longtemps, pour beaucoup, ce qui était le plus important, c'était le commerce des marchandises surtout. Et le reste était souvent invisible, voire moins important. La technologie n'était pas encore là pour des transactions bancaires ou des transactions de commerce de services importants. Mais aujourd'hui, avec le téléphone, avec l'Internet, avec les possibilités de se déplacer rapidement en tant que touriste par exemple, cela a changé. Donc, tout de même, la balance commerciale reste importante et intéressante pour nous. Et elle comporte donc essentiellement les exportations nationales et les importations nationales, à la fois pour les biens ou marchandises et pour les services. Attention, souvent certains journalistes surtout, mais aussi des spécialistes, parfois quand ils parlent de la balance commerciale, ne se réfèrent que à la balance commerciale du commerce des biens. Ce qui est faux en principe, parce que ça comporte tout le commerce, et donc le service doit être inclus, mais par tradition, aussi par degré d'importance pour beaucoup de pays, souvent le commerce de services n'est pas inclus. Donc, nous, et pour la Suisse, il est important de parler de la balance commerciale dans son ensemble, et encore plus important pour vous, c'est simplement de savoir ou de comprendre si les dates que vous obtenez, si vous parlez avec quelqu'un, s'il se réfère à la balance commerciale dans son ensemble, ou si ce n'est qu'une partie de cette balance commerciale, très souvent que la partie marchandise. On peut, comme dans toute balance, avoir ici un excédent ou un déficit. Alors qu'est-ce que ça veut dire? La balance commerciale de la Suisse, par exemple, ces dernières années, elle est excédentaire. La Suisse exporte plus de ce qu'elle importe. On prend une vision qu'un excédent, c'est quand on peut exporter plus. Pourquoi? Normalement, traditionnellement, c'est souhaité parce que ça donne des revenus qu'on peut utiliser pour autre chose. Par exemple, pour employer un spécialiste ou pour épargner. Par contre, on parle d'un déficit commercial si cette balance entre importation et exportation est négatif. C'est tout de même un problème plus commun pour beaucoup d'États, au moins c'est pour les politiciens qui considèrent que c'est un problème. Les États-Unis, par exemple, ces dernières années, ont une balance commerciale fortement déficitaire. Alors pourquoi est-ce que c'est un problème? Nous allons le voir plus tard. Vous devez trouver quelqu'un qui vous finance ce déficit en vous donnant de l'argent, par exemple. Alors, pour les États-Unis, qu'est-ce que ça signifie? Oui, la balance commerciale est très déficitaire, ce n'est pas compensé par d'autres revenus que nous allons voir, et donc les États-Unis vendent beaucoup d'obligations. Donc, il y a beaucoup, par exemple, des investisseurs chinois qui achètent des obligations américaines et ainsi donnent de l'argent aux États-Unis pour financer son déficit de la balance commerciale. Ce qui est intéressant, ça peut être un investissement intéressant et beaucoup d'investisseurs veulent avoir des obligations américaines dans leur portefeuille. En même temps, vous voyez à long terme bien sûr, ça peut faire une dette extérieure, l'accumulation de ces déficits qui peut devenir dangereux. Et on en parle souvent dans la presse quotidienne. Nous allons en reparler à la fin.
Ici, vous voyez juste une représentation des importations et des exportations de la Suisse. Et vous voyez essentiellement des fluctuations, des variations. Donc, vous avez d'un côté une ligne rouge qui montre la valeur absolue. Donc, vous voyez par exemple sur le graphique 3, comme les exportations depuis 1995 à 2004 ont évolué de à peu près 90 000 à 140 000. Et à droite, vous voyez la même chose pour les importations. Là aussi, vous voyez une forte croissance. Le début des années 2000 était une période de forte croissance, avec une petite exception en 2001-2002. Et vous voyez là aussi une croissance. Et puis, vous voyez en même temps, ça peut compliquer un peu la compréhension, vous voyez la croissance. Et donc, vous pouvez très bien voir en bleu, comme depuis 1995 à 2004, normalement, chaque année, il y avait une variation positive, donc les exportations ont subi une croissance, à part les années 2002 et pour 2003, où c'est presque équilibré. Et la même chose pour les importations. Donc, vous voyez, de 1995 à 2010, il y a une croissance un peu moins forte. Et vous avez des années où cette croissance est minimale. Et vous voyez, comme pour les exportations, qu'en 2002, il y avait même une perte. Et on peut donc voir que 2002 était une année où il y avait une récession mondiale, à la fois pour la Suisse, les exportations et les importations ont subi une réduction. Ça, c'est juste pour vous familiariser un peu avec ce type de graphique. Ici, vous avez le commerce extérieur pour la Suisse en 2004. Juste pour vous montrer, on peut bien sûr distinguer combien des exportations et des importations vient d'une région. Et on dit donc souvent, la Suisse, avec l'Union européenne, par exemple, elle a un déficit commercial. Tandis qu'avec d'autres régions, elle a un excédent commercial, ou un excédent dans sa balance commerciale. Effectivement, ici, on voit qu'en 2004, si vous prenez l'Allemagne, la Suisse a exporté pour 29,2 milliards de francs des biens, ça c'est que les marchandises ici, et elle a importé des biens pour 44,9 milliards de francs, ce qui fait tout de même une différence d'à peu près 15 milliards de francs. Et vous voyez les variations à la fin, c'est moins important. Tandis qu'avec les États-Unis, en même temps, même période, les exportations sont de 14,2 milliards de francs et les importations sont que de 5,7 milliards. Donc là, on a un excédent dans la balance commerciale. Et à la fin, ça peut se compenser. Peut-être encore intéressant pour la Suisse, pour les pays émergents et les pays en voie de développement, vous voyez aussi qu'on a des exportations qui sont plus importantes. C'est toujours le cas aujourd'hui. Ce qui implique aussi l'importance de ces marchés pour la Suisse. Et en total, vous voyez ici en 2004 que les exportations étaient de 141,7 milliards, tandis que les importations sont que de 132,4 milliards. Donc 2004 était, comme c'est assez typique ces dernières années pour la Suisse, une année où on bouclait la balance commerciale avec un excédent. Parlons maintenant d'un deuxième élément de la balance des paiements, c'est la balance courante, ou la balance des opérations ou transactions courantes, ou encore la balance des paiements courants. Sont tous des termes qui sont utilisés. En anglais, on parle souvent de current account. Donc, c'est assez facile à reconnaître. Vous avez pratiquement toujours le terme courant ou current qui est là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'il représente? C'est un compte qui retrace les mouvements des biens et des services, donc la balance commerciale que nous connaissons déjà, et nous
ajoutons maintenant les flux de revenus de placement entre un État et le reste du monde, ce qui comprend les importations et les exportations de marchandises, les opérations internationales de services et qu'est-ce qui est maintenant nouveau pour ces revenus, les entrées et sorties d'intérêts et de dividendes. Donc c'est peut-être le terme intérêt est ce que vous connaissez normalement. Si vous avez des avoirs à l'étranger, des investissements, de l'argent pour lequel on vous paye des intérêts, ça crée un revenu. Donc, un revenu, normalement des intérêts pour des obligations, ou si c'est des actions, si vous avez par exemple, vous avez acheté 12 actions de Coca-Cola aux États-Unis, et Coca-Cola paye une dividende, alors à ce moment-là, il y a un flux monétaire, le paiement de cette dividende, qui à vous, ici en Suisse, donne un revenu que vous pouvez utiliser. Donc la balance courante inclut donc la balance commerciale et les revenus des avoirs à l'étranger, mais aussi ce que vous payez pour ces revenus. Donc c'est clair, si on prend toujours cet exemple de Coca-Cola aux États-Unis qui vous paye une dividende, il y a aussi un flux monétaire vers la Suisse, le paiement de cette dividende à l'actionnaire suisse, qui se reflète dans la balance courante américaine, comme flux négatif. On peut donc dire, c'est ici des revenus des investissements, et si un pays reçoit plus d'argent qu'il ne verse au titre des investissements effectués dans les autres pays et la vente des biens et des services, cette balance courante dans son total est de nouveau excédentaire. Donc, c'est maintenant le cumul du déficit ou du excédent de la balance commerciale et en plus l'excédent ou le déficit qui résulte des revenus financiers sur les avoirs à l'étranger. Le revenu des avoirs à l'étranger vient de la dette extérieure. Ces avoirs à l'étranger peuvent ou être des avoirs, ou si c'est négatif, si l'État en tant que tel doit plus à l'étranger, il y a une dette extérieure qui existe, qui nécessite donc le paiement d'intérêts qui figure aussi dans cette balance courante. Mais regardons donc maintenant la balance des transactions courantes pour la Suisse en 2020. Vous voyez de nouveau ici, pour chaque trimestre, les chiffres. Ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'il y a un excédent dans la balance commerciale quand il s'agit de marchandises. C'est la partie la plus importante, ce qui est en bleu ici. Et nous avons déjà dit, la Suisse ces dernières années, grâce à la structure de son économie et à la conjoncture internationale, a su bénéficier. Et donc, il y a un excédent dans sa balance commerciale. Elle exporte plus de marchandises. C'est ce qui est ici en bleu. En rouge, vous voyez l'excédent, toujours positif, en des services. Alors, essentiellement les services financiers, mais aussi tout ce qui est commerce, tout ce qui est tourisme. C'est moins important, j'ai déjà dit, nous dépensons aussi beaucoup à l'étranger, donc la balance qui en résulte, l'excédent est moins important. Vous voyez tout de même dans le premier trimestre de 2019, c'est plus important, probablement parce que c'était une période où peut-être les services financiers ont rendu un peu plus. Tandis que dans le troisième trimestre 2020, tout à la fin, c'est même légèrement déficitaire, très petit. Donc vous voyez là, ça fluctue un peu. Après, vous avez en jaune et en vert des revenus. Nous avons dit ce que nous ajoutons à la balance commerciale.
Les revenus primaires sont les revenus du travail et des avoirs. Alors j'ai déjà parlé de l'importance des avoirs. Ce sont les dividendes, les intérêts qu'on paye. Pour la Suisse, ici on ajoute tout de suite le travail. Donc par exemple les frontaliers. Nous produisons des biens en Suisse qui contribuent à cet excédent des marchandises, par exemple pour les produits pharmaceutiques à Bâle, mais des employés viennent de l'Alsace, de la France, et donc on doit les payer et ces salaires partent en France parce qu'ils ont besoin de payer la crèche des enfants, ils ont besoin de payer le loyer à Mulhouse, etc., etc. Donc c'est négatif pour la Suisse. La Suisse emploie ici plus d'employés étrangers, c'est une partie. Et puis il y a aussi des paiements de dividendes. L'économie suisse, par exemple, l'industrie pharmaceutique ou les banques qui opèrent en Suisse et qui produisent ces excédents de la balance commerciale, ils ont besoin de financement étranger. C'est des entreprises multinationales avec un actionnariat très très différencié et diversifié qui veut bien sûr obtenir des dividendes et des intérêts et ça fait que qu'il y a donc un flux monétaire pour payer ces investisseurs qui ont investi en Suisse. C'est la partie en jaune et puis il y a une petite partie en vert, c'est un dernier élément dans ces flux monétaires qui est dû à des paiements de la Suisse ou vers la Suisse sans qu'il y ait comme contrepartie un commerce ou encore du travail ou un capital qui est derrière. Alors ici, il y a par exemple ce que envoient des employés en Suisse à leur famille à l'étranger. On a parlé, par exemple, pour la Suisse, particulièrement important, l'exemple du Kosovo. Une grande partie du revenu du Kosovo est généré par des Kosovars ou des gens avec une famille au Kosovo qui vivent par exemple en Suisse et qui envoient donc certaines sommes chaque mois à la maison. Des remises, c'est inclus ici. Et puis il y a aussi ce que l'État ou d'autres institutions payent, par exemple, comme aide au développement. La Suisse, comme pays riche, se permet, à juste titre, de contribuer au développement et à l'aide aux populations qui souffrent de leur situation économique ou des crises. Et il y a donc certains flux monétaires envers ces régions pour payer des écoles, pour construire des crèches, pour construire des ponts, etc. Donc là, on voit que c'est négatif, vous voyez, ça va vers le bas, parce que nous utilisons une partie de ce que nous gagnons avec le commerce pour payer à la fois ceux qui contribuent, en jaune, en travaillant chez nous ou en nous donnant du capital. Et il y a une partie qui est envoyée sans prestation correspondante, aide au développement, remise, ce que vous voyez en vert. Il en résulte tout de même toujours un total positif. C'est la ligne noire. Donc ça, c'est l'excédent de la balance des transactions courantes. Qu'est-ce que ça signifie? Et nous allons voir, pour l'équilibrer dans un instant, au total, il y a tout de même plus de revenus pour nous, même avec les dépenses que vous voyez ici, notamment par les revenus primaires et revenus secondaires. Et il y a donc une certaine accumulation de cet excédent de la balance de transactions courantes qui constitue des investissements de la part de la Suisse. Donc c'est de l'argent que nous devons investir essentiellement à l'étranger. Par exemple, en accumulant des dettes d'étrangers envers la Suisse.
ce qui fait que les capitaux de la Suisse à l'étranger doivent croître, parce qu'il y a ce excédent de la balance des transactions courantes. Ici, je veux vous montrer juste comment se compose ce revenu tiré des investissements. On en a déjà parlé. Vous avez ici, ce ne sont pas des chiffres d'actualité, mais vous voyez, ces recettes sont des dépenses sont des intérêts et dividendes. Alors ici, j'ai pris des chiffres de 2003 et 2004, où ces sommes étaient relativement importantes, parce qu'à l'époque, notamment pour les intérêts, les taux d'intérêt étaient beaucoup plus élevés. Et donc vous voyez comme recette, par exemple en 2004, que des entreprises étrangères ou des débiteurs étrangers ont payé 14,6 milliards de francs d'intérêts et 8,6 milliards de dividendes. Et en même temps, on a les entreprises suisses ont dû payer des intérêts que pour 2,1 milliards, mais tout de même déjà des dividendes importantes de 9,8 milliards. Pensez à tous ces investisseurs étrangers qui ont investi qui contrôlent les entreprises qui ont juste leur siège en Suisse, mais qui ont un actionnariat étranger. Pensez à IKEA. Alors si vous comprenez, si vous comparez ici, la différence entre les dépenses et les recettes, dans les deux cas, est importante à l'époque, mais comme j'ai dit, c'était une époque où les taux d'intérêt étaient très élevés, ce qui fait presque 2/3 de cette somme, ce sont les intérêts que nous avons reçus. Voilà, ce qui en résulte donc de la balance des transactions courantes, c'est de nouveau un excédent ou un déficit. Et nous avons dit, pour la Suisse par exemple, non seulement la balance commerciale a un excédent important, même si nous tenons aussi compte de ce que nous payons pour le travail et le capital qui nous est mis à disposition, et ce que nous versons à des pays au titre d'aide au développement, ou encore ce qui est envoyé à la maison par des travailleurs étrangers chez nous, il reste un excédent de la balance des transactions courantes, et ça doit se voir quelque part. Où est-ce que cet argent va? C'est finalement des capitaux qui sont accumulés, et ça se voit dans la balance des capitaux. On y voit ces avoirs à l'étranger qui peuvent, dans le cas de la Suisse, croître, ou bien sûr qui sont réduits si vous avez un déficit. Alors pour la Suisse, comme il y a régulièrement un excédent de la balance des transactions courantes, on accumule de plus en plus de capitaux à l'étranger, dans la forme de investissement, et nous avons déjà introduit la terminologie investissement direct. Par exemple, si vous versez de l'argent pour construire une usine qui vous appartient, que vous contrôlez, un investissement direct à l'étranger. Quand Novartis crée une nouvelle entreprise aux États-Unis, c'est un investissement direct, mais c'est aussi des investissements de portefeuille. Si moi j'achète 12 actions de Coca-Cola aux États-Unis, c'est un investissement de portefeuille sans que je contrôle Coca-Cola. Et bien sûr, pour beaucoup d'États, cette balance des capitaux est plutôt caractérisée non par un cumul de plus en plus d'investissements, mais il peut en résulter, il y a aussi des dettes. Alors, dans la balance des capitaux, les deux, on en tient compte. Aussi, les investissements des étrangers chez nous, ou les avoirs détenus chez nous, où les créanciers sont des étrangers. On peut dire un État qui accuse généralement un déficit de la balance courante, qui dépense plus de ce qu'il encaisse, il a besoin de compenser cela, et il a donc besoin d'entrées de capitaux,
ce qui normalement accroît son endettement global envers l'étranger. Et ça, c'est évidemment le problème de beaucoup de pays en voie de développement ou de beaucoup de pays qui ont une économie qui n'est pas si forte. Ils ne peuvent pas générer assez de revenus de différentes sources, balance commerciale ou de la balance des transactions courantes en son ensemble. Et à ce moment-là, l'endettement va croître. C'est un sujet courant. Par exemple, actuellement en Europe, on parle énormément des problèmes d'endettement de l'Italie. Auparavant, on en parlait de la Grèce, du Portugal, ce qui peut déstabiliser une économie et avoir des répercussions aussi sur l'état général de l'économie. Ici, juste une illustration, mouvement de capitaux. Alors, vous voyez ici, c'est toujours négatif. Alors, du point de vue de la comptabilité, qu'est-ce que ça veut dire? Nous venons de voir que la Suisse, traditionnellement, et surtout aussi ces dernières années, elle a plus de revenus de l'étranger, de ce qu'elle dépense, et ce qui en résulte, c'est des économies. Et il faut investir ces économies, et ces économies sont donc investies à l'étranger dans la forme de capitaux. Et ici, vous avez juste la croissance chaque année. Et pourquoi est-ce que c'est négatif? Parce que c'est vu comme un flux monétaire vers l'étranger. La Suisse vend plus de biens, par exemple, et ce n'est pas totalement compensé. Et à ce moment-là, cet excédent va être financé, par exemple, par une dette. Nous devenons créanciers, par exemple, des États-Unis, qui consomment plus de produits suisses qu'ils ne peuvent compenser par d'autres revenus, comme des services ou des revenus sur le travail ou les investissements. Et donc, c'est négatif, mais pour la Suisse, ça veut dire qu'il y a un flux vers l'étranger. Ce sont nos épargnes, nos économies à l'étranger qui sont en train de croître. Ici, si c'était positif, si ça allait dans l'autre direction, il y aurait une croissance de la dette envers l'étranger. Ce qui est le cas, comme j'ai dit, de beaucoup de nations aujourd'hui. Il inclut beaucoup de pays en voie de développement. Ici, une présentation d'actualité. La position extérieure nette. Donc, nous avons dit la Suisse a traditionnellement eu un excédent de sa balance de transactions courantes, ce qui fait que la Suisse devient de plus en plus riche. Et on peut voir ici comment ça se compose, cette position extérieure. Vous avez ici les investissements directs à l'étranger. Et ça, c'est juste le changement par trimestre. Donc ici, comment la position extérieure nette a changé. Et on voit donc pour les investissements directs, il n'y a pas, c'est pas un grand changement en 2020. C'est tout de même l'année de la pandémie. Donc les investisseurs étaient relativement tranquilles. Il y a un petit changement des investissements de portefeuille. Et là aussi, c'est donc la différence entre les investissements de portefeuille en Suisse par des étrangers et comparer ça aux investissements des Suisses à l'étranger. Les produits dérivés, c'est juste une petite catégorie à part qui ne doit pas nous intéresser. Et puis il y a d'autres investissements en jaune et vous voyez c'est négatif. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Là, il y a toujours, il y a tout de même un flux négatif, c'est pas de croissance, hein, c'est diminué. Et là, on peut lire dans le rapport de la Banque nationale pour 2020 que c'est certaines entreprises étrangères qui ont vendu des entreprises ici, qui se sont réorganisées, qui ont racheté leurs propres actions, ce qui fait qu'à ce moment-là, il y a eu une diminution des investissements chez nous. Donc c'est parti
vers l'étranger. Mais ce qui nous frappe vraiment ici, et ça explique aussi beaucoup des discussions actuelles, la Banque nationale est énormément intervenue pour stabiliser le franc, parce que au vu de l'excédent de la balance des transactions courantes, le fait que nous sommes si compétitifs devrait rendre le franc plus cher, parce que tout le monde a besoin de francs suisses pour payer pour tout ce que nous fournissons à l'étranger. Alors pour ne pas permettre que ce franc suisse aille encore plus loin, la Banque nationale intervient et elle achète une partie de la dette des étrangers. Elle finance en partie cette consommation excédentaire de l'étranger, ce qui fait que la Banque nationale cumule des dollars américains, des euros, des yuan peut-être, mais surtout aussi des obligations, donc des dettes d'entités étrangères, et ça fait que les réserves monétaires de la Banque nationale suisse montrent une forte croissance, ce qui cause tout de même aussi certains ennuis du point de vue de l'intégrité de la place financière suisse et de la position extérieure de la Suisse à long terme. Si nous prenons maintenant la balance des transactions courantes, qui inclut, comme vous le savez déjà, la balance commerciale, et la balance des capitaux, nous arrivons à la balance des paiements, qui par définition est équilibrée. Toute surconsommation ou tout déficit que nous aurions avec un État étranger doit être compensé par un flux de capital. Donc ça c'est relativement simple. La balance de paiement est toujours équilibrée parce que automatiquement la balance des transactions courantes et la balance des capitaux doivent se correspondre. Toute surconsommation doit être financée, tout bénéfice qui devrait résulter parce qu'on vend plus à l'étranger doit être aussi se voir dans la balance des capitaux. Donc on peut dire si un État achète plus de biens et de services qu'il ne vend, ça c'est pour la balance commerciale, et puis les autres choses qui vont dans la balance courante. Donc si la balance des transactions courantes est déficitaire, il doit liquider ses actifs ou contracter des empruntes pour financer les dépenses. La balance des capitaux devient excédentaire, mais ce n'est pas positif, on a plus de dettes. Comme nous avons vu, donc à la fin, la balance des paiements est toujours équilibrée. La balance des paiements correspond toujours à 0. Et donc, il faut lire les composantes de la balance des paiements. Et on peut dire effectivement, comme on le dit ici, comme une grande part de l'activité économique actuelle met en jeu des transactions financières et monétaires. La balance des paiements d'un pays constitue une bonne indication de ces transactions internationales parce qu'on y voit un peu l'équilibre qui existe ou qui n'existe pas et qui peut mener à long terme à des problèmes, à un endettement ou voire à être un créancier important d'autres pays qui vont peut-être faire faillite. On va voir ça plus tard, mais si vous avez beaucoup de dettes qui vous sont dues par des débiteurs, par exemple en Argentine, vous avez peut-être peur à un moment donné, ces dettes ne vont plus être payées et vous allez donc perdre tout ce que vous avez accumulé. Et donc, vous avez peut-être intérêt à y réfléchir. Dans un premier temps, voilà pourquoi un pays accumule tous ses avoirs. D'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est sain à long terme? Et deuxièmement, où est-ce que ces avoirs sont investis? Est-ce que c'est dans des régions où on craint peut-être
qu'ils ne pourront pas être repayés ou qu'il y aura une crise financière, voire une faillite d'un État. Nous allons en parler. Pour conclure, regardons donc la balance des paiements ici comme exemple, par exemple des États-Unis. Ce n'est pas les chiffres actuels, mais c'est une version un peu simplifiée. Vous voyez d'un côté le current account, ce que nous avons appelé la balance des transactions courantes, où il y a à la fois la balance commerciale, trading goods and trading services, mais aussi le revenu des investissements et ce qui est payé à des étrangers, et même ce qui est payé sans qu'il y ait un service ou une prestation à la base, ce qu'en anglais on appelle parfois transfer payments. Alors pour cet état fictif, mais pour vous imaginer les États-Unis, c'est déficitaire. Donc le current account est déficitaire, donc on accumule des dettes à l'étranger, et ça se voit dans le financial account, que je vous ai décrit normalement comme la balance des capitaux. La terminologie n'est pas toujours exactement la même pour tous les États, mais l'idée est la même. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ce financial account? Effectivement, il faut financer ce déficit de la balance des transactions courantes. Et dans ce cas, c'est essentiellement des étrangers qui vont investir. Avec l'argent qu'on leur doit, ils peuvent acheter des choses, soit des investissements directs, Direct Investment, FDI, une terminologie que vous connaissez déjà, ou encore des Portfolio Investments, c'est-à-dire des obligations, des actions dans des entreprises, bonds, ça correspond essentiellement à des obligations, savings, c'est des avoirs dans des comptes, et puis equities, essentiellement des actions, des participations à des entreprises. Et le tout, vous voyez, plus, moins 52 000 billions, ça fait donc que la balance des paiements est équilibrée, mais dans ce cas, simplement parce que l'endettement a subi une croissance. Et à long terme, vous le savez, ça peut poser des problèmes. Et cela nous ramène à l'intérêt du droit international économique. Comment un État maintenant peut influencer ce développement? Qu'est-ce qu'il peut faire pour éventuellement réduire son déficit de la balance commerciale, réduire son déficit dans la balance des transactions courantes, ou rester intéressante comme État où les autres sont prêts à investir et à financer le déficit de la balance des transactions courantes. Tout cela influence les négociateurs d'accords bilatéraux et aussi le cadre de l'économie internationale créé dans chaque État. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt.